Donc, on va débuter avec François Labelle et Julie Larivière. Donc, ils vont faire une présentation qui porte sur la collaboration agile et évolutive à travers une transversalité multi-échelle pour favoriser et accélérer la transition vers une économie circulaire. Donc, je vous les présente. Donc, François est professeur au département de management de l'UQTR et Julie est chargée de projet au CTTU du Cégep Sorel-Tracy. Julie, je ne te vois pas. Je m'excuse, je suis dans mon angle mort. Donc voilà, donc François et Julie, je vous cède la parole. Donc, euh, on a, on a à peu près 30 minutes là, pour vos présentations, une vingtaine de minutes pour une présentation, une dizaine de minutes pour les périodes de questions. Ça va? Fait qu'on retient nos questions pour après la présentation. Ça va comme ça? Qui tient le temps? C'est moi. Parfait, merci beaucoup. Alors, parfait, oui, c'est les choses. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter François Lalion. On est très content de vous voir ici. Nombre moyen, mais néanmoins suffisant pour avoir une très belle discussion. Euh, Simplement, bon, le titre est assez. C'est le titre de Julie. Et j'ai tenté de le travailler pour lui donner un ancrage plus théorique. C'est l'idée, on fait une conférence jumelée, conférence duo, terrain plus théorie. Alors, j'essaie de cadrer son approche qu'elle décrivait dans sa proposition et essayer de cadrer d'une perspective un petit peu plus théorique. Mais la première slide que je vais mettre là va permettre d'introduire aussi la conférence d'aujourd'hui. En fait, je veux dire, l'activité de cet après-midi. En fait, lorsqu'il est une question d'économie circulaire, il y a au moins quatre conditions essentielles à réunir pour que ce soit un succès. Et les trois premières sont techniques, donc il faut que ça fonctionne d'un point de vue chimique, physique. Alors, si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'économie circulaire entre les déchets de l'un et les intrants de l'autre. Alors, c'est un impératif. Condition, sine qua non. Économique également. S'il n'y a pas d'avantage économique, ça va être difficile à long terme de maintenir l'intérêt, par exemple, des producteurs, des gens qui ont des fermes, qui ont des producteurs laitiers ou producteurs maraîchers, d'utiliser leurs déchets pour en faire de la bioénergie ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas d'avantage économique, on perd un peu le sens de notre intervention. Trois, s'il n'y a pas d'impact positif environnemental, ben, à quoi sert l'économie circulaire, si ce n'est qu'à cela? Et quatre, là où la condition, et ces trois premiers points-là sont énormément discutés lorsqu'il est question d'économie circulaire. Persuadé que vous avez fait d'autres colloques avec le REC aujourd'hui ou hier. On a beaucoup discuté des aspects de comment transformer ceci en cela ou quels impacts environnementaux, économiques ça peut avoir. Mais une des choses qu'on étudie moins et qui est pourtant un facteur de succès important, ce sont les relations sociales, les relations de parties prenantes. S'il n'y a pas de relations de parties prenantes positives, il n'y a pas d'économie circulaire, du moins entre entreprises. Donc, je parle d'économie circulaire qui déborde de l'éco-conception dans une seule entreprise, mais qui tente de faire des maillages entre les entreprises. Alors, cette idée d'écologie industrielle ou de symbiose industrielle nécessite cette condition-là d'avoir confiance entre les acteurs, une réciprocité et également ce que Ashton et Bain appellent une coexistence mentale. Ça fait toujours penser aux les boys, là, le mental distance. Alors, et entre les parties prenantes. Le TPS-3 s'intéresse beaucoup à ça, on appelle ça les intangibles. C'est un peu de ça dont on veut parler après-midi, puis essayer justement de toujours garder un drapeau, un peu un drapeau rouge. N'oublions pas ces aspects-là lorsqu'il est question de recherche sur ces innovations sociales-là qu'est l'économie circulaire. Alors, je ne vais pas prendre de temps, je vais laisser toute la place surtout à notre intervenant, mais donc, quelques mots sur le titre. Ce que nous disait Julie, c'est qu'il faut effectivement, lorsqu'on est en économie circulaire, comprenez là, en symbiose industrielle, en parc en éco-parc, plusieurs acteurs. Et souvent, il faut marier différents niveaux d'analyse et des acteurs qui proviennent de divers niveaux d'intervention. Des gens du gouvernement, des gens des villes, des entreprises, des individus. Alors, quand on est gestionnaire d'une symbiose industrielle ou de la synergie, il faut considérer ces divers niveaux d'intervention-là et comprendre qu'on est dans ces logiques d'action-là. Et comprendre qu'attaché à ces divers niveaux-là, on a justement, bon, au niveau global, au niveau de gouvernance élargie, et quand on est dans ces univers-là, il faut comprendre qu'on a des acteurs autour des tables qui ont des logiques d'action totalement différentes.
Et ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous voulez faire qu'ils n'ont pas raison. C'est simplement qu'ils n'ont pas la même rationalité, la même logique. Alors, le modèle qui est suggéré par Julie, c'est justement d'être capable de comprendre les autres rationalités d'acteurs dans leur propre langage et tenter de trouver des liens et des sens communs entre ces acteurs-là. Alors, c'est cette idée que Julie voulait partager. Et les modèles utilisés ici, certains chercheurs entre vous reconnaîtront sans doute les économies de la grandeur de Boltanski et Thévenot, qui peuvent être utiles, ou les logiques institutionnelles, mais à tout le moins les reconnaître. Donc, il y a plusieurs acteurs pour la symbiose industrielle. Ils ont des logiques d'action souvent différentes. On a présentement un projet à Mauricie, TES Canada, où il y a une entreprise qui veut implanter des éoliennes pour faire de l'hydrogène vert. Ben, il y a des acteurs qui pensent que c'est pas une bonne chose. C'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne pensent pas de la même façon le projet et les impacts. Alors, quand on gère de l'économie circulaire, il faut comprendre ces multiples aspects-là, ces multiples logiques d'action-là et ces divers niveaux d'analyse-là. Je vous cède la parole à ma collègue. Merci François. Ah, tu avais un autre parti? Ah ben, je l'ai vu pas mal. En fait, il faut avoir un certain sens commun avec les intervenants, avec les parties prenantes, un langage commun, il faut avoir une ouverture, une confiance, une communication. Ça fait partie des éléments à gérer quand on est gestionnaire et ou impliqué dans une démarche synergique. Là, je pense que c'est à ton tour. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Comme ça a été déjà nommé, je m'appelle Julie Larivière, je suis chargée de projet au CTTEI. Vous en avez peut-être entendu parler au courant du colloque que vous connaissez peut-être déjà. Mais le but aujourd'hui, je trouvais que c'était un bon exemple pour parler des intangibles avec, oui, mon très long titre sur la multi-échelle et la transversalité. Mais pour le rendre un peu plus concret, je vais démystifier Synergie Québec puis les acteurs de son écosystème interne pour commencer, parce que ça fait longtemps que ça existe, Synergie Québec, puis des fois les gens ne comprennent pas trop qu'est-ce que c'est. En passant, si vous étiez au sommet de l'économie circulaire, ben, on avait tous un petit macaron de bois pour nous identifier. Fait que peut-être que vous avez parlé avec des acteurs terrain aussi qui étaient présents. Alors, pour commencer, Synergie Québec. C'est une communauté de pratiques euh, qui regroupe plusieurs régions du Québec. Mais ce qui est important de comprendre, c'est vraiment le mot communauté de pratique. Parce que c'est pas nous qui allons. Synergie Québec, c'est pas eux qui sont directement en lien avec les organisations, c'est des symbioses territoriales qui sont membres de Synergie Québec qui, eux, vont être en relation directe avec les entreprises ou les organisations. Bien sûr, nous, au CPTEI, aussi, on fait des accompagnements de ce type-là, mais je ne veux pas embarquer dans nos accompagnements parce qu'à travers tout ce qu'on a, nos actes de recherche au centre, parce que c'est la recherche vraiment appliquée, oui, on fait la recherche de débouchés sur des matières résiduelles, oui, on fait l'accompagnement pour les procédés verts, papier vert, et qu'on fait depuis 25 ans aussi l'accompagnement pour la transition en économie circulaire. S'il n'y a pas le mot économie circulaire dans notre nom, c'est juste qu'il y a 25 ans, ben, c'était pas encore sorti comme nom, mais c'est vraiment, ça fait 25 ans qu'on fait cet accompagnement-là. Et euh, Synergie Québec, en fait, est née par le CTTEI. Il y a eu une première symbiose industrielle en 2013, puis c'est en 2014 que la communauté s'est créée. Il y avait deux autres projets qui se sont rajoutés. Et à chaque année, comme ça, il y a à peu près 2 à 3 projets de symbiose qui se sont ajoutés au fil des ans. Maintenant, c'est à peu près 2014 à 2025. On est dans notre 11e année de vie. Vous avez peut-être entendu dans les dernières années, ceux qui connaissaient Synergie Québec, il y avait une chaire de recherche aussi qui est associée à ça, qui a permis de développer une plateforme de maillage pour aider les animateurs sur le terrain à trouver justement un peu comme la partie François disait, la partie technique ou des choses comme ça, voir quelle composante d'une matière peut être maillée avec un autre pour essayer de faciliter le tout. Fait qu'il y a eu beaucoup d'outils, calcul de retombées aussi, calcul pour les GS et puis il y a eu plusieurs outils qui ont été développés au fil du temps selon les besoins de la communauté. Mais la communauté, je vous l'ai dit, elle a grandi avec les années et les besoins ont été différents.
ceux qui étaient là dès le départ, après avoir eu 10 ans d'existence, même si leur personnel peut avoir aussi changé, ça, ce qui est un enjeu un peu partout dans n'importe quelle organisation, n'avaient pas les mêmes besoins qu'au départ. Et aussi, c'était différent des nouveaux projets de symbiose qui venaient dans la communauté. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu, à partir de 2022 à 2024, une mutation. Fait que là, peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler, peut-être que non. Mais ça a le fait que beaucoup de choses ont été en pause. On a aussi fait toute une réorganisation des systèmes parce que ce qu'il faut dire que le nerf de la guerre, ben, comme dans n'importe quoi, c'est le financement. Et là, les projets de symbiose qui avaient eu du financement peut-être de Recyc Québec en avaient plus nécessairement et c'est vraiment la pérennité de leur projet qui est en jeu à ce moment-là. Heureusement, à travers la mutation, on a eu un financement de Recyc Québec pour la communauté de pratique et non pas pour les projets sur le terrain. Ça a permis quand même d'avoir la coordination, comme moi je suis coordonnatrice de Synergie Québec, donc avec mon équipe interne qu'on fournit les services, mais aussi coordonner toutes les activités de la communauté. Ces activités-là, j'en ai parlé, il y a la plateforme qui est comme une ressource exclusive aux membres. On a d'autres types de communication pour faciliter justement cette collaboration-là. On a des rencontres mensuelles avec les animateurs terrain, on a des infolettes, on a un nuagique à partager. En tout cas, il y a différentes choses qui ont été mises en place. On a des rencontres aussi annuelles. Tout ça pour aller pour développement des outils, puis aller à essaimer les bonnes pratiques qui se font d'un projet à l'autre. Mais comme je vous ai dit aussi, avec le roulement de personnel, ça, c'est un autre enjeu où est-ce que des fois, l'organisation porteuse n'a pas pu faire le transfert de connaissances, excusez-moi, à son nouveau personnel. Des fois, non plus, ils ne voulaient pas mettre des sous pour que nous, on puisse les former. Donc, il y a eu des fois un écart qui s'est fait entre les services d'une année à l'autre aussi qui a pu être engagé. Euh, donc, dans Synergie Québec, on a le porteur qui est nous, bailleur de fonds qui est Recyc Québec, et nos membres. Donc, les membres qui sont les membres au niveau des symbioses territoriales. Maintenant, ils ne veulent plus qu'on dise des symbioses industrielles parce que ils font pas juste de l'écologie industrielle. Donc, on dit beaucoup de symbiose territoriale. Il y avait même plus de 70% de nos membres disaient même qu'ils font c'est des symbioses en économie circulaire et non plus des symbioses industrielles. Il y avait juste 25% il y a un an et demi qui s'affichaient vraiment comme symbiose industrielle. Donc, nous, de façon plus générale, je dis symbiose territoriale, ça englobe le tout parce qu'en fait, c'est vraiment l'organisation des territoires. Ces organisations-là, les fameux projets de symbiose, puis je sais qu'il y en a qui s'appellent Synergie, Strie, puis nous, on s'appelle Synergie Québec. Puis ça mélange tout le monde parce qu'une synergie, c'est vraiment l'échange qu'il y a entre deux organisations, un échange de matière ou une mutualisation. Mais les projets de symbiose sont portés par différents types aussi d'organisations. Donc, si ça vient d'un développement économique, si ça vient d'une organisation d'environnement, si ça vient d'une municipalité, les missions vont être différentes et les services aussi qui vont être offerts vont être différents. Donc, ils vont avoir de la difficulté, des fois, à trouver du financement si ça fait partie de leur mission de ne pas donner la facture à la fin de leur service. Mais ça, c'est tout un autre enjeu qu'on ne parlera pas aujourd'hui par rapport à ça. Mais donc ça va vraiment influencer les actions, mais aussi souvent 75, non, 90% de nos membres ont de 1 à 2 ressources temps plein dans leur organisation. On a quelques membres, eux, qui peuvent être jusqu'à 5 personnes temps plein sur le projet de symbiose. Puis ça, c'est peu importe la grosseur, en fait, de leur territoire. Donc, on a des membres qui couvrent toute une région administrative. En fait, tous nos membres couvrent 15 régions administratives. Je vous ai dit qu'on a 20 membres. Donc, il y en a qui vont se superposer. Fait que c'est vraiment de la collaboration territoriale parce qu'il y en a qui, si c'est juste leur MRC qui vont avoir comme échelle d'action, mais ils vont peut-être avoir avec eux un autre projet de symbiose qui couvre toute leur région administrative. C'est l'exemple dans, tu sais, le cas plutôt dans l'Estrie puis en Montérégie, entre autres, où il y a des superpositions d'activités. Mais en Montérégie, on a aussi le cas d'une symbiose qui est sur la filière agroalimentaire spécifiquement. Donc, la collaboration se fait entre les membres aussi pour amener à bien
leurs missions respectives. Donc, pour eux, au niveau des organisations de symbiose industrielle, oui, ils ont leur porteur qui va être différent. Il va y avoir les animateurs qui sont les experts terrain, ceux qui vont accompagner les entreprises et ils ont justement les entreprises de leur territoire. Là-dessus, les organisations d'un territoire, ben là, je ne vais pas aller plus en détail parce que c'est spécifique à vraiment chacune des organisations. Mais ce que je voulais vous dire quand même par rapport à ça, c'est que nous, dans Synergie Québec, on a fait 3 recueils de synergie. Fait que ça donne des exemples de ce qui a été fait dans les organisations, mais aussi certains projets de symbiose territoriale font eux-mêmes des documents de diffusion de l'information. On en parlait ce matin, il y avait peu de documentation scientifique en économie circulaire, mais je peux vous dire qu'on fait plein de documents de diffusion pour les autres niveaux. Alors, je voudrais parler rapidement aussi de EFC Québec pour vraiment expérimenter l'économie circulaire. Parfait, merci. Donc, EFC, économie de la fonctionnalité, on connaît bien, c'est pour collaboration. Donc, description rapide du projet, c'est vraiment un projet pilote de 2021 à 2023 qui a été coordonné puis porté par le CDTEI avec l'aide d'un financement de près d'1 million de dollars par le gouvernement du Québec avec Action Climat Québec. Mais d'où vient ce projet? Alors, il vient d'un consortium de 6 organisations. Ces organisations-là sont des organisations porteuses de nos membres. Donc, à travers nos activités de co-développement, que les organisations ont décidé d'aller plus loin, d'amener une nouvelle façon de faire dans les modèles d'affaires québécois parce que l'économie de la fonctionnalité, il y a peu de ressources au Québec. Il y avait avant peu de ressources d'accompagnement au Québec. Donc, le projet a fait affaire avec un mentor européen, Picaya, et 4 spécialistes accompagnateurs. Marc, il me semble d'ailleurs que tu étais un des spécialistes. Donc, à travers tout ça, il y a eu une organisation pour amener à bien le modèle d'affaires, finalement, à amener à travers les changements organisationnels et il y a eu 20 entreprises volontaires qui ont participé à travers les 6 régions du Québec. C'était en même temps aussi un peu que des fins de pandémie, de mouvements de personnel. Donc, à travers ça, il y a aussi beaucoup d'agilité qui a dû se faire. Moi, d'ailleurs, je n'étais pas là en 2021, je suis arrivée. Ils ont dû aussi faire des fois des nouvelles cohortes d'accompagnateurs pour pouvoir mener à bien le projet. Mais plus spécifiquement, euh, avec les informations théoriques que tu as dit tantôt, je voulais faire un petit lien. Donc, la distance mentale courte, ben, ils ont fait un parcours articulé autour de différentes dimensions de l'EFC, puis de la logique servicielle. Fait que c'est vraiment les entreprises qui étaient accompagnées par les formateurs. Je vais en parler après. C'est-tu maintenant? Ah, OK. Tout de suite? Non, c'est ça. Il m'en reste 1 minute, là, c'est ça, hein? Non, il te reste 2 minutes. Ah, super, j'ai plein de temps. Donc, je vais parler d'ouverture après parce que je veux tout de suite parler de la méthode pour la confiance, pour la méthode collaborative inédite. C'est vraiment, c'était un travail en binôme. Donc, on avait nos experts en économie circulaire, ceux qui font partie des services experts des symbioses territoriales qui sont dans Synergie Québec. Fait eux sont allés en binôme avec des conseillers en stratégie d'affaires de leur territoire. Des fois, ils peuvent être dans la même organisation. Si c'était une SADC qui est porteuse du projet de symbiose, ils ont pris quelqu'un à l'interne, mais sinon, c'était quelqu'un d'une autre organisation. Donc, eux ont été formés par le mentor. Fait qu'il y avait toutes sortes de façons de faire pour développer cette confiance-là, en fait, qui a été créée, puis d'ouvrir, briser les œillères, briser les silos pour faire avancer le modèle. Fait que si je reviens avec mon ouverture d'esprit, c'est vraiment pour, oui, contrer les changements climatiques parce que c'est ça qui est vraiment au cœur, mais pour accrocher ben, les entreprises, comme de raison, ils veulent avoir de la compétitivité, euh, puis la pérennité, hein, c'est vraiment toujours ça, le nerf de la guerre. Donc, ces entreprises-là, ils ont été accompagnés. Il y avait différents aussi modèles de communication, comme nous, on avait des comités directeurs qui faisaient appel pour la gouvernance à travers les activités pour justement le rendre agile et tout ça. Mais à la fin, le consortium ont fait une trousse, entre autres avec le guide méthodologique. C'est vraiment
pour, oui, en plus, diffuser les résultats. Parce que le but, c'était vraiment d'expérimenter dans un contexte réel, pas de rester dans la théorie, mais vraiment d'aller dans la réalité. Donc, le guide amène vraiment une façon de faire, des modèles à suivre, inspirants, et les fiches des entreprises ont été créées pour donner justement, si vous voulez en savoir plus pour les différents modèles, qui ont, euh, qui ont été amenés sur le terrain, bien, on voit ça à travers la trousse qui est en ligne. Tout ça, c'est gratuit. Euh, J'aurais plein d'autres choses à dire, mais le temps m'est compté. 30 secondes. 30 secondes, non, ça serait dire de plus. Mais, Tout le monde a appelé avant ça. ah, en plus, bon, ben, je vais au moins déposer ça. Mais, donc, pour dire ça, il y avait différents modèles de collaboration, de coordination à chacun des paliers, comme on a vu, pour que ça fonctionne bien dans la réalisation d'un projet peu importe le type de projet, c'était ça qui était important. Mais il y avait aussi, à travers le consortium, c'est chacun dans ses territoires qui allait faire vraiment leur expérience, mais après ça, ils faisaient des activités de retour d'expérience, autant au niveau des experts pour voir comment ça fonctionnait, comment améliorer les choses. Puis il y avait aussi des activités de retour d'expérience des participants. Il y a eu beaucoup d'événements aussi pour essayer d'essaimer le projet. Et je vais terminer en disant que certains projets ne sont pas nécessairement ceux du consortium. On reçu un nouveau financement d'Action Climat. Donc, il y aura un nouveau projet sur d'autres territoires, mais ceux qui étaient faire partie du consortium vont faire le transfert de connaissances avec leurs collègues. Donc, à suivre par rapport à ça. J'aurais aimé plus vous dire officiellement ce qui s'en vient, mais ce n'est pas encore annoncé. Donc, oui, une pseudo-primeur. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Après, on a Sauf des le pas, questions, c'est ça. sauf le Mais je vais pas. aller prendre ma bouteille. Ah, t'as le droit. Parfait. Alors, on va prendre des questions. Intervention. Oui, Marc derrière. Ça fait plusieurs fois que je vois le mot comptabilité dans certaines diapositives. Est-ce qu'il y a un système comptable? Comptabilité. Ouais, j'ai vu comptabilité dans une diapositive. Je pense pas, mais ça peut être compatibilité. Compatibilité? Comptabilité. Alors, la Peut-être compatibilité, que c'est la langue. c'était la première slide où on parle que techniquement, il faut que la matière soit compatible avec, que l'intrant soit compatible avec l'extrant pour que ça fonctionne. J'imagine que c'est ça à quoi vous faites référence. Et Compatibilité, effectivement, j'ai peut-être mal écrit, là, mais pour faire du millage, Mais la comptabilité, j'entends parler souvent de comptabilité, ça coûte combien avoir de l'économie circulaire ou ne pas en avoir? ben, c'est un des aspects, comme je disais, qui est toujours regardé, somme toute, d'assez près. Parce qu'on ne réussit pas à convaincre les entreprises, entre autres, je disais tantôt des fermiers qui laissaient comment dire, des retailles sur leur terrain. S'il n'y a pas un avantage économique à les ramasser et à les revaloriser qu'importe, en la transformant en biodiesel ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas cet avantage économique-là, ils ne s'embarqueront pas. Alors, les nouveaux modèles d'affaires qui se développent et qui sont financés, que ce soit la transformation du bois, des copeaux de bois sur les terres des Premières Nations, faire du biodiesel avec, il y a toujours un montage financier très important. Il faut que le prix du biodiesel soit convaincant pour que les parties prenantes puissent avoir un retour économique. Alors, les aspects économiques et techniques, de mon point de vue, je me trompe peut-être, mais sont beaucoup étudiés. Beaucoup plus que ce dont on vient de parler, les aspects de relations sociales en tous les niveaux dont elle a parlé. Il y a plusieurs acteurs qui ont différentes logiques, dont la logique comptable que vous venez d'évoquer, mais aussi la logique environnementale, la logique technique est là. Et comme je le dis, on gère moins les relations entre acteurs et c'est une source d'échec. Si on veut bien gérer les projets, par exemple, Test Canada, j'en parlais tantôt, vous êtes au courant de Test Canada? En Mauricie, le Canada qui veut produire de l'hydrogène vert à partir d'éoliennes, d'hydroélectricité et ben, leur projet, il faut qu'il soit démontré que, un, ça fonctionne, deux, qu'économiquement, c'est pertinent et viable, mais présentement, ils vont faire face à d'énormes enjeux sociaux parce qu'ils veulent implanter des éoliennes un peu partout. Alors, il va y avoir énormément de résistance qu'on pourrait dire au changement, mais en fait, c'est la pertinence. C'est pas... Être résistant au changement, quand c'est un mauvais changement, il faut résister.
Hein, l'IA, là, on va se poser des questions, est-ce que l'IA devrait être partout? L'IA un esprit critique qui peut se développer et il faut le considérer parce que ça se peut que ça bloque les projets. Ça a bloqué des beaux projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont été obligés de déménager de ville pour reproduire leur projet. Alors, le volet social, c'est pour ça que le colloque d'après-midi existe, pour parler du volet plus social. Justement parce que les autres volets sont plus traités, à mon sens, que le volet social. Du moins, c'est un avis, là. Ils sont dans une période de discussion, je n'ai-vous pas prendre la parole, là. Ben, aussi, il y a toujours l'enjeu que le quantitatif est beaucoup plus facile à manier que le qualitatif. Donc, mais on a quand même, on en parlait hier ou avant-hier, en tout cas, comme enjeu, il y a quand même des enjeux de données rendus là. On a déjà de la misère à avoir l'information sur ce qui est du quantitatif. Fait que quand on arrive au qualitatif, déjà, c'est difficile à évaluer, mais on a beaucoup plus de difficultés à se rendre jusque-là. Donc, vous pouvez avoir le plus beau projet du monde économiquement viable, mais le groupe dit non. Et ça Le groupe ou d'autres parties prenantes. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça qui dit non. Ben, Il y a des tout à fait. qui peuvent dire non, et parfois pour de bonnes raisons. Pour des raisons de pertinence sociale. Ça se questionne, ces affaires-là. Puis, présentement, en économie circulaire, peut-être un peu moins, mais dans bien des domaines, on se fait pousser le numérique, le numérique, le numérique. Il faut qu'on garde un esprit critique comme chercheur et c'est vrai pour l'économie circulaire. Est-ce qu'on doit, au nom de la transition énergétique avec les batteries, détruire des milieux humides? Il y a c'est pas si évident, ces questions-là, et elles doivent être posées. Alors, le volet social, le volet éthique, le volet doit prendre une place. Et comme je le dis, le TPS 3 traite de ce sujet-là. Là, vous êtes membre pour la plupart d'entre vous, j'espère. Sinon, nous vendons des cartes à la sortie. C'est ça. D'autres questions d'intervention? Oui. Au niveau, je pense que c'était 21 organisations qui avaient participé au niveau. Il y avait 20 entreprises. En tout cas, 20 entreprises qui sont arrivées au moins jusqu'au bout, parce que je pense qu'il y avait peut-être 25 au début, là, mais ouais. Et au niveau de ces 20 entreprises-là, est-ce que c'était tous des entreprises Inc. Capitalistes, ou il y avait des OBNL, des coops, c'était juste. J'ai pas le portrait de leur type d'entreprise, mais il y en a, mettons, c'est un jardin, comme je pense au jardin de l'Écoumène, que eux, c'est vraiment ils vendent des graines de semences ancestrales, puis ils font des produits X, puis d'autres, c'était des gens qui, maintenant, c'est un service c'était des conduits d'aération, mettons. Fait que c'est très, très différent de type, mais j'avoue que les modèles d'affaires, je pourrais pas dire, là, j'ai pas la cartographie, leur modèle d'affaires en tête. Merci. Ok, ça. Oui, Romain. Question sur l'aspect confiance et le rapport entre les experts économie circulaire et les experts stratégiques, les experts Ouais. on va dire, financiers. Comment ça se passe quand il y a un désaccord? Qui a raison? Qui donne son dernier mot, finalement, à la fin? Comment ça se passe? Mais c'est sûr que, en fait, les experts stratégiques, ils ont été formés aussi. Fait que, tu sais, veux pas, ils ont eu le processus cognitif d'avancer vers le même point que l'expert en économie circulaire. Puis s'il n'y avait pas d'intention d'aller vers ça, je pense qu'il aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre, admettons. Je pense il fallait quand même qu'il y ait une volonté individuelle puis une volonté de leur organisation pour aller dans ce processus-là. Moi, j'étais pas à ce niveau-là quand je faisais de l'accompagnement, mais ce que j'ai entendu qui a été remonté, c'était pas conflictuel, c'était vraiment pour justement continuer que les organisations aient une pérennité, une compétitivité, mais juste en changeant finalement avec la logique servicielle, en allant aussi avec la valeur du service. Est-ce que c'est mon produit? Est-ce que ça comble un réel besoin au lieu d'aller toujours dans la croissance économique et tout ça? Donc, fait qu'il y avait pas, c'est pas conflictuel à ce moment-là, ça a vraiment bien fonctionné. J'attire l'attention justement sur cette idée de partage de sens commun qui a permis ce passage-là, peut-être plus aisément. Ils ont suivi une formation sur le sujet pour les sensibiliser à, j'imagine, l'opportunité de voir à la fois cette idée de valeur partagée entre les acteurs. Ouais. Alors, le sens commun est important dans ça quand on travaille dans ces domaines-là. Tout à fait. Puis si je peux faire un complément de réponse aussi, nous, au CTTE, on a fait des formations. Entre autres, on a formé des développeurs économiques
du réseau des SADC. Puis eux, c'était plus pour se mettre en bouche le vocabulaire de l'économie circulaire, puis connaître un peu c'est quoi. Mais eux, c'est plus réfractaire parce que là, t'es confortable dans ce que tu fais, tu te fais dire que là, l'environnement, c'est important, qu'il faut que tu fasses d'autres choses. Fait que là, c'est plus difficile, ils sont plus imperméables finalement aux nouvelles connaissances. Ça se peut se passer aussi très bien, c'est juste que c'est pas aussi facile que là, dans ce cas-là, où est-ce que les gens étaient volontaires puis qu'ils allaient dans le même sens. J'ai le temps pour deux dernières interventions, donc vous, puis ensuite Paco. Rapidement, dans le cadre de recherche que je menais sur les écosystèmes d'économie circulaire, c'est vrai que je voulais vraiment insister, confirmer cette importance de l'enjeu social. Et moi, j'utilise les proximités de Gauchema en économie géographique. Il y a notamment une proximité sociale, une proximité cognitive, etc. Et c'est vrai que souvent, la proximité sociale, c'est un peu l'élément qui peut permettre de démarrer les projets et de les nouer dans la durée. Et il y a aussi un élément, c'est que par rapport au diagramme de Venn là, que vous avez présenté en trois niveaux, il y a presque un quatrième niveau qui est très important, c'est le niveau individu. Parce que de ce que j'ai pu constater dans certains projets, en tout cas, parfois on a une ou deux personnes clés, et si ces personnes-là quittent le système, tout s'effondre. Mais c'est exactement ça la réalité aussi, là. On n'est pas allé jusque-là parce que vu le temps qui nous était quand même alloué, mais l'individu, c'est la clé. J'en reviens encore avec, on en parlait au début du congrès du REC, où est-ce que quand il va y avoir le départ de M. Quirion, ben on espère que l'individu qui va être là va croire encore tu sais, à la portée du REC et l'importance. Donc oui, tout à fait, là, c'est une clé, en fait. Que ça soit autant pour la personne, l'entrepreneur qui est dirigeant de son entreprise que ses employés aussi. Fait que c'est pour ça aussi que c'est important de faire, on leur dit, oui, eux, les dirigeants ont fait l'accompagnement, la formation, mais à travers tout ça, ils parlaient justement de faire percoler dans leur entreprise, là, à travers leur personnel, puis de la communauté, ça faisait partie de ça. Puis sans rentrer dans les détails, il y a beaucoup la communication avec les parties prenantes qui est poussé d'avant avec le FC, tu sais, où ce que tu vas justement rencontrer, ce qu'ils disaient, je pense, leur client chouchou pour aller parler à l'individu de l'autre côté de la table pour voir comment est-ce qu'on peut répondre mieux au service et tout ça. Donc, c'est vraiment un point clé là, de la réussite. Dernière question, de votre côté. Oui, Julien Pierre-Lacombe, je suis directeur du bureau du développement durable ici à l'ETS. Donc, ça va être un peu de rediff, mais je veux vraiment renchérir sur plusieurs des choses qui viennent de se dire, à savoir la façon dont vous explicitez les aspects sociaux comme ça dans la réussite de projets en économie circulaire. C'est extrêmement pertinent. Moi, ça me touche beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup de sens. On entretient des relations d'affaires nous-mêmes avec nos fournisseurs, avec différents partenaires à l'interne, à l'externe. Puis le fait de pouvoir bien cibler les enjeux, intérêts, les aspects sociaux entre les différents joueurs, puis pouvoir ensuite les consolider, puis être fier des succès que ça donne, puis ainsi de suite. Je pense que c'est une des meilleures façons de vendre l'économie circulaire. Autre chose, on accompagne nos startups du Sampec aussi. Chaque année, ils se donnent l'objectif de développement durable dans leur modèle d'affaires. Et on leur parle évidemment d'économie circulaire. On leur parler du succès, puis d'avoir une histoire de deux joueurs que ça a bien fonctionné entre eux, puis qui sont fiers, ça donne envie à d'autres. Je pense que c'est l'élément le plus puissant. Vous êtes tous super bons pour l'expliquer en mode les modèles, les théories, les stratégies de circularité, et ainsi de suite. Mais ça, je trouve, à mon sens, à moi, c'est l'élément le plus puissant. Là, donc, vous l'explicitez super bien. C'est très gentil. Sur ça. Ouais, je suis venez de quel endroit? De France, oui. Mais votre nom et votre... Saint-Étienne. Romain. Mais moi, Je veux juste Ouais, vas-y. rapidement, juste savoir qui vous êtes. Quand vous nommerez pour les questions, qu'on sache un peu. Hein. C'est Vincent Alfred, je suis professeur à l'ESCA. Je vais vous contacter. Ça m'intéresse vos proximités. Ce que je voulais mentionner pour peut-être mot de la fin de cette présentation, c'est vraiment, je vous encourage à aller voir les documents c'est sûr que vous n'avez pas la présentation parce que j'avais même des liens cliquables, bien entendu, sur mes photos, mais autant pour les recueils de synergie que pour le matériel de EFC, vous allez voir du concret, là, puis vous allez pouvoir en parler. Comme on disait, c'est pas de la littérature scientifique, mais c'est vraiment inspirant. Puis le but d'aller vers ce genre de diffusion-là, c'est qu'on veut inspirer les individus, les municipalités, les entreprises pour qu'ils voient que oui, c'est possible de le faire. On y va vraiment avec les bons coups, les bonnes pratiques. Puis pour vrai, dans le recueil de stratégie, il y a, oui, des entreprises où est-ce que c'est de produits chimiques, mais donc que c'est vraiment plus collaboratif, même avec des écoles ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment de toutes
les inspirations. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est justement pour vous inspirer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci François, merci Julie. Merci beaucoup.